Bonjour à tous, je suis Tony Leb de 10 minutes pour un hôtelier. Suite au succès de la première vidéo que j'ai fait où j'ai interviewé Shady à propos du marketing hôtelier, on a eu une quantité de retours positifs, de super commentaires, d'hôteliers qui nous ont dit que voilà, ça leur avait vraiment permis de faire le tri entre ce qui était à faire et ce qui n'était pas à faire. J'ai été à nouveau invité par Douid, mais cette fois-ci par le cofondateur de la société, Raphaël, qui est un expert en revenu management. Raphaël, hello. Bonjour Tony, merci beaucoup de t'être déplacé dans nos locaux. C'est un plaisir que de t'avoir ici pour une deuxième vidéo. Eh ben écoute, avec plaisir, c'est toujours extraordinaire de venir, de voir cette vue fantastique. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle de revenu management parce qu'effectivement, donc chez Douid, vous avez deux métiers d'expertise qui est le marketing qu'on a déjà traité dans la précédente vidéo et le revenu management. Et voilà, on va te parler un peu des bonnes pratiques, de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. J'ai cru comprendre que c'était un sujet où il y avait beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait. C'est un métier qui est assez ancien en fait. Ça c'est apparu dans les années 70 dans le secteur aérien, mais ça fait depuis une quinzaine d'années grosso modo que ça commence à éclore dans le secteur hôtelier. Effectivement, ça a la croisée de beaucoup de secteurs et de spécialités et en fait c'est la mise en place d'énormément de best practices et de logique en fait. Il y a tout un aspect chiffré bien évidemment, mais c'est grosso modo la mise en place de bonnes pratiques de gestion. Ok. En termes de revenu management, j'aimerais bien qu'on reclarifie un petit peu qu'est-ce que c'est. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hôteliers qui, je pense, ont la même définition que moi. C'est-à-dire, en gros, c'est la haute saison, tu montes tes prix. C'est la basse saison, tu baisses tes prix. Tu essayes de maximiser quand il y a de la demande et tu essayes de remplir quand il n'y en a pas. Mais si toi, tu devais définir ce sujet, comment tu le ferais ? Alors, au niveau scolaire, le revenu management, c'est vendre le bon produit au bon client au bon moment, sur le bon canal, au bon moment. D'accord, et au niveau pas scolaire alors ? Et au niveau pas scolaire, en fait, justement, c'est structurer toute son offre, en fait. C'est l'analyser, la structurer et derrière rendre visible son produit justement, et ça va de pair bien évidemment avec le marketing digital et avec l'opérationnel côté hôtelier. Mais voilà, c'est principalement, il faut voir le revenu management comme quand on construit un immeuble, il faut poser les fondations, consulter un architecte, avoir une architecture qui est cohérente et véhiculer un message qui donne justement envie à la personne de réserver. C'est beaucoup plus granulaire que augmenter ses prix en haute saison et baisser ses prix en basse saison, parce qu'en fait, même en haute saison, il va y avoir des moments où il va y avoir des pics de demande, il va y avoir des moments où il va y avoir des creux. Idem en basse saison, on peut justement déterminer et voir ces pics et ces creux, et le but du revenu manager, ça va être d'analyser toute la demande et surtout de l'anticiper. Il y a toute une multitude de facteurs qui vont influer et influencer la demande justement, et le RM se doit d'anticiper. C'est vraiment un métier d'anticipation justement, d'études au préalable et d'anticipation. Donc on étudie bien évidemment le passé, mais on regarde aussi, je dis pas qu'on a une boule de cristal, mais il faut quand même regarder dans une boule de cristal pour essayer d'anticiper et derrière de s'adapter au plus vite aux différents trends qui peuvent exister. Voilà. D'accord. Et alors, question, parce qu'effectivement, bon, vous avez beaucoup de clients qui arrivent, qui startent, etc. J'imagine, parce que moi, tu vois, j'ai un hôtel demain, bon bah je vais faire ce que je te disais, monter, baisser. Mais aujourd'hui, quand tu as des hôteliers qui arrivent et qui commencent à collaborer avec toi, et que tu inspectes ce qu'ils faisaient en RM, quel est le ou les erreurs systématiques que tu retrouves ? Alors, c'est vrai que ça va faire partie de notre offre, mais j'ai parlé d'architecture. Ouais. L'architecture tarifaire et l'architecture des chambres, entre guillemets, c'est-à-dire que l'étude du produit, c'est quelque chose qui va être assez mal fait. Par exemple, on peut avoir, en fonction des différents marchés, des produits extrêmement atypiques. Vous allez dans le Marais à Paris, ça va être des petits immeubles médiévaux avec chaque chambre qui est différente. Si vous ne valorisez pas les différentes chambres, par exemple que vous avez une chambre qui est plus grande avec 20 mètres carrés, une autre 15 mètres carrés, et que vous les mettez au même prix ou dans la même catégorie de chambre, bah, le client, à un moment donné, il va être déçu, agréablement surpris par une, déçu par l'autre. Voilà, donc il y a tout un
toute une étude du produit qui doit être faite et qui est souvent un petit peu négligée par l'hôtelier, parce que c'est quelque chose qui est quand même derrière assez fastidieux à faire, parce qu'il y a des répercussions au niveau logiciel justement, c'était ma question, mais tu n'as pas un problème technique en termes de logiciel avec ça? Alors, les solutions, elles existent bien évidemment, mais on va dire qu'il y a quand même une multiplicité d'acteurs qui proposent ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est assez fastidieux, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de toute la configuration technique. Et je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais s'il s'agit de refaire toutes les refontes de catégories de chambres et qu'on augmente la distribution et qu'on veut assurer sa présence sur une trentaine d'agences en ligne, type Booking, Expedia, Trip.com ou d'autres encore, il faut justement s'assurer que tout est bien configuré sur son site web, sur les OTA, etc. Et donc, il faut faire des manipulations qui sont assez lourdes pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié aux solutions et à la technologie. Donc ça, c'est une chose qui est un frein. Donc une fois qu'en fait c'est fait, l'hôtelier a tendance à vivre un petit peu dessus. Et ça, c'est une première chose, une des premières erreurs, c'est vraiment le manque d'optimisation au niveau des catégories. Par exemple, vous avez une chambre avec un balcon, on va la valoriser. Vous avez une chambre avec baignoire comparée à une chambre avec une douche, on va la valoriser. Chaque détail doit pouvoir être sorti et valorisé parce que on va s'adresser à des personnes qui vont être price-oriented ou product-oriented et qui vont vouloir justement la baignoire ou autre. Ça, c'est une des premières erreurs. Une deuxième erreur qui est assez flagrante, c'est au niveau de l'architecture tarifaire et des différents tarifs qui sont vendus, d'avoir pas de disparité tarifaire, c'est-à-dire que, grosso modo, on va vendre plus cher sur son site internet que sur Booking.com. T'en vois encore ça? Bien sûr, il y en a encore beaucoup. C'est fou. Mais peut-être parce que moi je baigne dedans depuis 25 ans. Mais c'est fou pour moi. Et plus qu'on ne le pense, mais c'est vrai que ça fait partie des erreurs communes. Ou alors, par manque de connectivité ou de mise en place de solutions logicielles, on va avoir justement le site web qui propose un tarif plus cher que Booking.com. Que ce soit au niveau du personnel en réception qui va se dire oui, je vais impressionner mon propriétaire, je vais lui dire que je vais vendre plus cher au téléphone par exemple ou à un walk-in. Sauf que maintenant, les gens ils regardent tous avant de réserver, ils regardent tous les différents OTA, ils consultent le site web de l'hôtel et donc voilà, on a de moins en moins ces cas de figure où on peut se permettre de vendre plus cher. Non, vraiment non. Voilà, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied en termes de réputation. C'est prendre un fusil à pomper une hache et de se couper. Exactement. Mais tu parlais de problèmes techniques. Alors justement, c'était un des trucs, on en parlait un petit peu avant quand on préparait cet entretien. Et tu me disais que même ici chez Douyil, vous avez un département RM, mais vous avez un département technique dont le rôle principal est ces aspects de connectivité. Tout à fait. Donc c'est tellement devenu pointu que même des RM solo ils vont sûrement, j'imagine, faire mieux que un hôtelier dont c'est pas le métier. Mais là, tu as carrément dû créer un département dédié à ça. Tout à fait, parce qu'il y a quand même une multiplicité d'acteurs. Oui, et puis toi, tu as ce problème. On a tamisé vraiment tous les acteurs, parce qu'il y a des doublons en fonction des différents prestataires. Un channel manager va pouvoir offrir des solutions qu'un PMS va offrir aussi, etc. Donc le but du jeu, c'est vraiment de sélectionner les différents prestataires et fournisseurs qui vont être à la pointe de la technologie, toujours au meilleur rapport qualité-prix bien évidemment, mais qui permettent de mettre en place toute l'architecture. Parce qu'effectivement, bouger les prix, augmenter, diminuer le prix, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et l'architecture tarifaire qui découle, la partie technique, en fait, c'est la face immergée qu'on n'imagine pas, mais qui fait la réussite d'une stratégie de revenu management. Sans ça, juste augmenter ses prix et diminuer ses prix, c'est avancer à l'aveuglette, quoi. D'accord. Bon, j'imagine, là on va pas en parler parce qu'on est sur une vidéo publique, mais tu parlais de certains fournisseurs qui répondent vraiment. J'imagine que tu as ta petite sélection de fournisseurs. Bon, si jamais vous voulez la voir, vous contactez Raphaël parce qu'effectivement là... C'est des années d'optimisation, de négociation. On va pas pouvoir en parler tests. là comme ça, ce serait un peu borderline. Et alors juste, parce que tu as sorti toute une série d'articles que j'ai trouvé passionnants sur l'hôtellerie-restauration, donc dans le cadre de leur projet d'IA, Ophélia, etc. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et dans le premier, tu parlais du concept du budget quotidien. Alors, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a paru évident. Je me suis dit, oui, c'est la seule façon de comment ça devrait marcher. Mais finalement, c'est pas ce que tu vois sur le terrain, d'avoir en fait un vrai budget quotidien. Non, très peu d'acteurs le proposent et très peu d'hôteliers le font et encore moins savent le faire de manière pertinente. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas lu l'article,
comment ça fonctionne. Bien sûr. Et le concept, en fait. L'hôtelier lambda, entre guillemets, il va regarder le passé, il va se dire, bon, bah, j'ai fait, admettons, 100 000 euros cette année. On a toujours envie de faire mieux, hein. Donc on va se dire, bon, bah, au doigt mouillé, l'inflation elle est de 2%, je vais faire un budget à 105 000, 110 000 euros. Voilà. Et donc il se fixe ce budget-là. Le fait est, c'est que chaque année, il y a des spécificités, elles ne se ressemblent pas, et il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en considération lors de la création d'un budget. Donc nous, on ne fait pas un budget mensuel, on va vraiment rentrer dans la granularité quotidienne, et non seulement quotidienne du revenu, mais aussi par segment. C'est-à-dire qu'on va voir et on va analyser grâce aux outils qu'on a mis en place, justement, on peut rentrer dans cette granularité et analyser le segment hôtelier, le segment direct, le segment des agences de voyage, le segment du corpo, et donc on va voir chaque jour quelles sont les catégories de chambres qui sont prises par tel ou tel segment, quel a été l'événement sur cette date-là qui a permis d'obtenir ce taux d'occupation et ce prix moyen cible-là. Tu es en train de me dire que vous faites un budget quotidien par segment, par chambre, mais c'est colossal parce qu'admettons, je sais pas, tu as 5 segments, tu as 5 chambres, ça fait 25. Ça fait 25 budget fois 365 jours. Alors, oui, mais ça va être, on va atterrir sur des segments cibles, c'est-à-dire qu'on va analyser, il y a certains segments qui vont produire sur certaines dates et pas d'autres. Oui, d'accord, ok. Il ne va pas se déplacer le vendredi et le samedi soir, etc. Mais effectivement, derrière, on va avoir un budget jour, chambre, par segment, et une fois qu'on fait la somme de l'intégralité, jour par jour, semaine, mois par mois, année par année, donc on va avoir justement un budget cible qui va nous permettre de déterminer et de se dire, bon, bah, le mardi, le mercredi, c'est les jours les plus occupés par les corpos et les professionnels, les vacances scolaires, c'est par les familles, s'il y a un concert, on va cibler tel type de clientèle, etc. Et donc ça vient, on anticipe, on étudie le calendrier passé, on étudie le calendrier futur, et justement on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et derrière on va adapter, on va fermer aussi les différents canaux, c'est-à-dire qu'on voit si par exemple sur une certaine date on a rempli très très longtemps à l'avance tout ce qui est segment corpo et qu'on l'a rempli 2 mois à l'avance, alors qu'en fait on aurait pu vendre beaucoup plus cher en dernière minute à un segment loisir, et on va justement restreindre sur l'année d'après sur cet événement-là. Si c'est un événement qui se reproduit, on va fermer ces différents canaux. Donc on va jouer un petit peu au plombier, fermer et ouvrir les canaux en fonction des différentes périodes pour optimiser le revenu, que ce soit en termes de prix, mais aussi en termes de distribution et en coût d'acquisition des différents canaux. Bien évidemment, le but du jeu pour nous, c'est de vendre le plus cher possible en direct, en payant le moins de commissions possible à tout ce qui est agence en ligne, OTA et autres distributeurs. Et quand tu parlais de vous analysez le passé, vous analysez l'année d'avant. Alors, on analyse plus que l'année d'avant. D'accord. Après, bien évidemment, ça va dépendre de l'historique qu'on a avec l'hôtel. Si vous aviez un hôtel qui était géré avec un planning papier sans data, là, on est obligé de construire un budget avec la data des voisins, la data de la destination, etc. Donc, tout va dépendre de la data disponible. Donc, nous, on s'adapte toujours, bien évidemment, à ce qu'on a de disponible. Le plus, le mieux. Après, ça sert à rien de remonter à une data d'il y a une dizaine d'années, parce que alors, dans ce cas, on analyse les usages ont largement changé. Oui, en règle générale, on va utiliser entre 3 et 5 années d'historique pour justement pouvoir pondérer les différents événements, parce qu'on va avoir des événements qui vont se reproduire d'année en année, et on va avoir des événements qui vont être des one-shot. Vous voyez, des Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 100 ans. Ouais. Donc on ne va pas pouvoir comparer le mois de juillet, le mois d'août à Paris lors des Jeux Olympiques avec l'année d'après ou celle qui suit. D'accord, voilà. Donc 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, ça permet de lisser vraiment. Et j'imagine que chaque année, après, c'est en année glissante. Donc chaque année, tu réadaptes. On fait ça du 1er janvier comme un exercice comptable. On fait ça du 1er janvier, mais effectivement, après, on va quand même analyser, et chaque année, on va voir l'exceptionnel et le récurrent. Ok, cool, très intéressant. Alors, tu as parlé dans les segments des contrats corpo. Tout à fait. Alors, et je te demande la réponse la plus honnête possible. Est-ce que le corpo, c'est mort? Enfin, je voyage beaucoup pour du business. Tu viens de répondre à ta question. Non, c'est pas mort. Ouais. En revanche, il faut savoir l'analyser.
C'est-à-dire que en fonction des différentes destinations, en fonction du tissu et du type de clientèle qu'un hôtel va avoir, clairement un hôtel à la montagne, ça va être compliqué d'avoir des contrats corpo et etc. Évidemment. Donc sur des événements ponctuels, il va avoir quelque chose, il va avoir des demandes. Mais des établissements qui sont dans des zones dans lesquelles il y a de l'activité économique, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut considérer. En revanche, tous les corpos ne vont pas contribuer aux revenus de la même manière. Et donc, encore une fois, là, il va falloir le rôle du revenu manager, ça va être de tamiser les différentes demandes et de négocier au mieux le contrat corpo. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un contrat corpo avec un revenu à 120 € par nuitée, alors que votre revenu net de commission est à 180 ou 200, la pertinence de prendre ce contrat corpo, il faut la questionner. En revanche, si par exemple vous avez un très grand établissement dans une zone, on va dire industrielle, et qu'il y a une industrie derrière et qu'il va vous rapporter 20-30% de votre chiffre d'affaires, là effectivement, je pense que vous allez faire un effort assez conséquent sur ce type de contrat. En fait, tout va dépendre du positionnement de l'établissement. Donc le contrat corpo n'est absolument pas mort. Au contraire, il permet justement en période de faible demande, enfin pendant des événements un peu plus troubles, enfin Covid ou en période d'attentats, quand il y a eu les attentats de Paris, etc. Le corpo était le segment qui a permis justement d'absorber des dépôts de bilan. Exactement, pas forcément des dépôts de bilan, mais ça a permis d'absorber ces contre-chocs. Donc ça permet quand même d'avoir une base justement de chiffre d'affaires. Ensuite, il faut savoir aussi mettre en place des conditions pour qu'elles ne soient pas trop restrictives, pour toujours pouvoir attirer ce segment-là, tout en faisant en sorte qu'il contribue à la valorisation du produit et surtout à l'augmentation du chiffre d'affaires et l'optimisation de la rentabilité de l'hôtel. Mais alors justement par rapport à ça, parce que j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est effectivement le côté haute saison, parce que si j'ai un super contrat corpo, mais qu'en fait, je sais pas, mon hôtel a un prix moyen de 150 € et j'ai fait avec eux un tarif à 120 et qu'en haute saison ils me prennent mes chambres à 120 €, j'ai la mort, parce que là c'est du chiffre d'affaires perdu. Alors c'est la première question. Et la deuxième, c'est que j'ai une amie à moi qui est hôtelière depuis des années, qui gère 2 hôtels à Paris, que j'adore, etc. Et qui, elle, a toujours eu comme théorie, le corpo, c'est un coussin. Et donc, en fait, elle a un coussin tout au long de l'année. Et après, elle prend ce qui reste. Mais est-ce que, pareil, encore une fois, enfin, ça rejoint ma première question, c'est est-ce que c'est pas une perte sèche sur la haute saison, je parle? Alors, si vous enlevez le corpo, est-ce que la haute saison reste de la haute saison ? C'est-à-dire que la haute saison, c'est le cumul en fait de la demande corpo et de la demande des autres segments, groupes individuels, loisirs, etc. Donc, tu préconises pas de couper le corpo en haute saison? Non, mais il faut savoir le limiter en amont dans la négociation des contrats. Directement dans le contrat de base. Tout à fait. Il faut savoir l'adapter, le limiter par exemple à certaines catégories de chambres. C'est-à-dire que vous allez attribuer un tarif sur une chambre simple, une chambre double, mais vous n'allez pas attribuer et allouer de stock sur les chambres triples ou les chambres quadruples. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi dire non à une demande et la sélectionner, mais surtout savoir la justifier et toujours continuer de donner envie à ce client de revenir chez soi. Ça, c'est extrêmement important parce que le client, si on lui dit non une fois, il va aller chez le concurrent et potentiellement, il peut rester chez le concurrent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. On veut qu'il revienne. En plus de ça, il faut pas oublier que le contrat corpo, ça reste du direct. C'est-à-dire, c'est un contrat sur lequel on va pas payer de commission comparé à une réservation booking.com. Donc là encore, l'analyse du contrat corpo, il faut intégrer la rentabilité finale de ce client. Et puis, si c'est un client qui va contribuer d'autres manières aux revenus de l'hôtel. Est-ce qu'il va consommer du minibar? Est-ce qu'il va consommer des produits annexes? Si vous savez que vous avez un client qui à chaque fois va prendre une bouteille de champagne ou il va prendre du minibar, etc. C'est un bon corpo. C'est un très bon corpo. Et donc vous allez justement pouvoir faire des efforts supplémentaires. Vous avez un corpo qui vient toutes les semaines et vous savez qu'au mois de février il va venir, qu'au mois de mars il va venir, qu'au mois d'août il sera là, etc. Sur un mois de juin qui va être très chargé, vous allez devoir le prendre justement parce que c'est un contributeur net. C'est ça. Voilà. Mais même, tu vois, je pensais à la comparaison avec, parce que dans la première vidéo, tu vois, avec ton cofondateur, où on parlait de marketing direct, le marketing direct continue d'avoir un coût.
Tu as un coût site web, tu as un coût ads, tu as un coût ceci, tu as quand même des coûts. C'est plus rentable que de la vente à la commission, mais c'est vrai que le corpo, tu n'as aucun coût. C'est un net de com, net de coût, entre guillemets. Enfin, tu as le coût il peut y avoir certains coûts, il peut y avoir des coûts sur des GDS si c'est distribué, si c'est des contrats qui sont distribués par GDS, mais ça reste quand même des coûts qui sont bien moindres que si c'est via une plateforme. Donc voilà, chaque segment va être analysé, donc il va y avoir des moments où on va privilégier tel segment, il va y avoir des moments où on va fermer, ouvrir les canaux et privilégier tel autre segment. Ça c'est le but du Revenu Manager, à travers l'écosystème de logiciels qu'il a mis en place justement, de surveiller la montée en charge de chaque segment pour optimiser le revenu et surtout la rentabilité de l'établissement. D'accord. Et alors juste, on est bien d'accord, quand tu parles de corpo, tu ne parles pas des groupes. Non, ça c'est encore un segment qui est différent effectivement. Et alors est-ce que tu as un peu d'insight, d'astuces sur ce segment groupe? Parce que là on a parlé des corpos, mais alors les groupes c'est encore autre chose, c'est ça? Les groupes, c'est encore autre chose. Et effectivement, il y a groupe et groupe. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans un hôtel à Las Vegas. Groupe et un groupe. C'est ça, c'est en fait en fonction de la taille. Mais c'est vrai que tout dépend de la structure du marché et de l'établissement que vous avez. Si vous avez un 150 chambres ou si vous avez un 1000 chambres à Las Vegas, la taille des groupes ne sera absolument pas la même. Vous avez un 30 chambres, vous n'allez pas pouvoir accueillir un groupe de 150 personnes. Donc vraiment, il faut analyser chaque groupe et en fonction de son établissement. La taille d'un groupe, si vous avez un hôtel de 20 chambres, un groupe de 20 personnes, voilà, ça va impacter fortement le remplissage. Mais dans ce cas, tu conseillerais de le prendre ou pas le prendre? Tout dépend de la date. C'est encore une fois, de la date. Chaque réservation doit être analysée, anticipée en fonction justement des budgets qu'on a anticipés et qu'on budgétise jour par jour, mois par mois les différents segments. On doit pouvoir avoir une réponse qui est très très rapide justement parce qu'il va y avoir des groupes en fonction des budgets qu'ils ont qui ne seront pas intéressants à prendre, d'autres qui seront extrêmement intéressants à prendre. Je vous donne un exemple, on cherche règle générale dans les destinations de grandes villes ou des centres, des pôles d'attractivité, enfin des pôles économiques forts, capitales, autres, vous avez principalement le mardi et le mercredi qui sont des journées extrêmement fortes, vous avez le dimanche qui est la journée la plus faible. Vous avez un groupe qui vous prend beaucoup de chambres sur votre journée la plus faible et qui en plus de ça a un budget qui est supérieur aux revenus que vous faites d'habitude, la question ne se pose pas. En revanche, vous avez un groupe qui va vous remplir les 2 journées sur lesquelles vous savez que vous allez avoir le revenu le plus fort et vous allez avoir un taux d'occupation quasiment au maximum. Et ils ont un budget qui est 2 fois moindre que ce que vous allez vendre. Et en plus de ça, vous allez devoir payer une commission à l'agence. Je ne pense pas que la pertinence... voilà. Donc en fait, c'est chaque date, en fonction des différents événements et de ce qu'on anticipe, va nous permettre de décider si la contribution de telle demande ou telle demande est pertinente et si on doit l'accepter, la favoriser, la valoriser et faire des efforts supplémentaires pour attirer d'où le fameux, ce dont on parlait juste avant, ce fameux budget quotidien passé, on va dire, qui te permet de savoir exactement, et d'où la nécessité de la fameuse boule de cristal, pour savoir si tu aurais vendu mieux ou pas, et donc si tu dois accepter. Exactement, mais ça on le sait en général qu'à posteriori, il y a toujours une part de risque, qui est le métier du Revenu Manager. Oui, c'est prendre des risques et de prendre des décisions, mais c'est une fois que la journée est clôturée qu'on sait si la décision était pertinente ou pas. Oui, c'est comme du trading. C'est purement du trading, c'est de la vente. C'est du pur trading. C'est du pur trading. D'accord, alors, parce que là, donc, on parle de à quel point il faut bouger, justement, tu parlais dans une journée. Oui. Il y a cette question qui est quand même un peu importante. Si tu dois mettre tes prix à jour une fois par jour, ou 1 ou 2 fois par jour, à quoi ça sert d'avoir un revenu manager en interne ou même en externe pour faire ça? Alors, le revenu management, c'est beaucoup plus profond que juste augmenter son prix ou le diminuer. Ouais. Si vous faites ça une fois par jour, vous avez pris une décision, là, effectivement, vous n'avez pas besoin d'un revenu manager. Il faut une
un marché qui s'y prête. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un établissement qui va être plutôt économique, enfin je ne vais pas citer de marque, mais si vous avez un établissement économique avec un tarif qui est extrêmement faible et que vous êtes à 50% ou 60% de taux d'occupation à l'année, ça va être compliqué de mettre en place des principes de revenu management actifs, on va dire. C'est-à-dire que de toute manière, vous allez devoir déployer votre distribution, votre architecture, etc. Mais au quotidien, effectivement, augmenter vos prix de 2 euros, ou c'est pas ça forcément qui va faire la différence. Donc le revenu management, il faut vraiment voir ça comme c'est à la croisée de plusieurs secteurs. Il doit collaborer avec l'intégralité des différents services justement pour améliorer l'expérience client, pour augmenter les réputations, la satisfaction, il doit coordonner vraiment tous les services pour optimiser le revenu. C'est pas juste augmenter le prix ou le diminuer. Parce que parfois la bonne décision c'est de ne rien faire en fait, c'est de ne pas toucher le prix sur une date. Vous avez un dimanche très longtemps à l'avance, vous savez que sur le mois de janvier ou de février, pendant les vacances scolaires, votre dimanche vous allez être vide parce que tout le monde est à la montagne. Vous n'allez pas augmenter votre tarif ou diminuer votre tarif. Vous mettez le tarif que vous avez budgété et à Jacta, les dés sont jetés et il n'y aura plus de décision à prendre sur cette date spécifique. En revanche, ce type d'event, ce type de manipulation va être particulièrement pertinent sur des marché extrêmement profond avec une période contrainte de revenu management. Ça, c'est une des choses dans la définition du revenu management qu'on n'a pas dite, mais il faut que le produit soit péremptible et qu'il y ait une demande qui soit contrainte. Donc, sur certaines destinations, vous allez avoir, en fonction des événements, plus de demandes que de capacité. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir faire varier énormément de fois un prix dans une journée pour pouvoir vous permettre de vous positionner, que ce soit sur les OTA et derrière pour être attractif auprès du client et pour trouver et réussir à vendre à un instant T. Ouais, mais là justement, alors, c'est bien, tu as fait cette différence entre déjà, il y a besoin d'un RM, ça dépend du marché dans lequel tu es. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais là, tu parlais d'une quantité de fois. Alors, bien évidemment, j'imagine que tu as des jours où ça va monter, ça va descendre en fonction. Mais si tu devais donner une espèce de moyenne, tu aurais quelque chose, genre combien de fois par jour un hôtelier devrait travailler sur ses prix? Alors, il doit le faire 365 sur 365. Oui, ça tout le long de l'année. Toute l'année. C'est-à-dire que de toute manière, en fait, vous allez avoir, en fonction bien évidemment du type de produit que vous allez avoir une montée en charge des réservations qui se font le dimanche soir. Donc, le dimanche soir, si vous avez l'habitude de prendre 20, 30, 40 réservations, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes fait dévaliser votre stock sur une certaine date, vous ne l'avez pas anticipé, il y a la création, où il y a un événement qui a été annoncé un dimanche soir, il faut pouvoir prendre cette décision le dimanche soir. Donc tout va dépendre vraiment de la demande qu'il va y avoir. Il n'y a pas de règle. Des fois, vous allez bouger votre prix sur une date plusieurs fois par jour. Par exemple, au jour J, en règle générale, on va être un petit peu plus dynamique pour remonter dans les classements Booking.com et gagner un petit peu en visibilité pour vendre la dernière chambre ou pour vendre les chambres restantes au meilleur prix. Donc ça, on va le faire plusieurs fois par jour. En revanche, la montée en charge de ses propres réservations, ça c'est quelque chose qui doit être fait quotidiennement, plusieurs fois par jour. D'accord. Mais tu vois, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de tu as 20-30 résas qui tombent. Oui. Est-ce qu'il faudrait, après chaque résa, jeter un œil? Tout à fait. Chaque réservation donne lieu à une prise de décision. En règle générale, on a 3 décisions, augmenter, diminuer ou laisser le prix tel quel parce qu'on a très bien budgété. Ou s'il y a eu un événement qui est arrivé, on va tout de suite intervenir. Ça peut être un événement... Là, c'est plus qu'une fois par jour. Bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être fait tous les jours, jours fériés compris. Oui. Donc c'est peut-être un petit peu dur quand on sait que les hôteliers indépendants, leur problème numéro 1 dans la vie, c'est le manque de temps. Le manque de temps, tout à fait. Et c'est là où nous, côté Douil, on est extrêmement bon parce qu'on offre un service 365 sur 365. Et c'est là où on fait vraiment la différence en termes de revenus parce que justement, chaque réservation donne lieu à une décision. Et parfois, la bonne prise de décision, si on a une réservation, c'est pas d'augmenter son prix, au contraire, c'est de le diminuer. Parce que si la seule chambre qui vous reste, c'est une suite, vous n'avez pas réussi à la vendre au tarif maximum. Si vous augmentez en plus votre prix, donc ça va augmenter le prix de la suite, vous allez encore moins la vendre. Donc en fait, potentiellement, la bonne décision, ça aurait été oui, d'augmenter le prix des doubles s'il y avait des chambres doubles disponibles encore, mais comme vous en avez plus, qu'il vous reste une suite,
La bonne décision, c'est peut-être de baisser le prix de la suite parce que vous êtes en pleine semaine et qu'il n'y a pas forcément de familles qui vont se déplacer et qui vont vous réserver ce type de chambre. D'accord. Et alors, tu vois justement des moments particuliers, parce que là, tu es en train de... Enfin, tout commence à avoir des engrenages entre ce que tu disais au début, les architectures tarifaires, les architectures de chambre, les saisons, etc. Tu vois des moments particuliers où tel ou tel type de chambre sont plus demandés. Là, tu parlais des familles, par exemple. Enfin, quand est-ce qu'ils réservent, ou les corpos, ou les familles. Enfin, si tu as quelques tips comme ça à partager, c'est avec plaisir. Chaque segment a son mode de fonctionnement. Les groupes, comme c'est quelque chose qui est plutôt compliqué, enfin, si vous avez un groupe de 100 chambres et que vous devez réserver 100 chambres, vous allez vous y prendre 9 mois à l'avance en règle générale, le temps de trouver la bonne offre et d'organiser le voyage. Voilà, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On n'est pas aussi flexible qu'une personne qui va être toute seule et qui peut réserver de la veille au lendemain son voyage. Chaque groupe a un petit peu son mode de fonctionnement, chaque nationalité a aussi son mode de fonctionnement et son type de comportement de réservation. Il y a une fenêtre de réservation qui va être spécifique. Plus, en règle générale, on habite loin et si on est à l'autre bout de la planète, plus on va réserver longtemps à l'avance son déplacement. Et donc, voilà, clairement, les businessmen ils vont avoir une fenêtre de réservation un peu plus courte, les agences de voyage beaucoup plus longues, les groupes sont ceux qui ont la fenêtre de réservation la plus longue, les familles, une certaine fenêtre de réservation, les familles vont plutôt se déplacer en période de vacances scolaires en fonction des différentes zones, ils vont se déplacer plutôt le week-end également ou les week-ends de pont, les hommes d'affaires, ils vont plutôt, ou hommes ou femmes d'affaires vont se déplacer du lundi au vendredi et donc on n'aura pas ce segment-là le week-end. Les chambres simples vont être beaucoup plus difficiles à louer le week-end, les chambres familiales vont être beaucoup plus difficiles à louer en pleine semaine. Pareil entre les périodes de vacances scolaires et les périodes où on travaille. Voilà, donc vraiment on jongle entre ces différents segments pour optimiser le remplissage de l'hôtel. D'accord. Et alors, sur comment dire, tu me parlais de ces différents types de chambres. Tu vois, moi, je sais que j'ai le coup classique, et je l'ai vu plein de fois, des hôteliers qui me disaient j'ai vendu toutes mes singles, toutes mes doubles, parce que c'est les produits qui partent le plus vite. Et il me reste mes triples, mes familiales. Et justement, comme on n'est pas en week-end ou en période de vacances scolaires ou autre, ça part pas. Oui. Ça, c'est une grande problématique auquel... C'est pour ça que je t'en parle. Qu'est-ce que toi, tu fais dans ce genre de cas, quoi? Alors, on a mis en place des solutions logicielles qui nous permettent justement de faire soit de l'upselling, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place justement pour inciter quelqu'un au check-in, donc ça passe par la formation du personnel et ou la mise en place de logiciels qui permettent d'envoyer un mailing permettant via 5 € de plus, 10 € de plus, de faire de l'upselling, de prendre une chambre plus grande, etc. Il y a la formation du personnel justement pour qui propose ce type de chambre auparavant, et puis après vous avez la possibilité de faire du surbooking de catégorie, c'est-à-dire que vous allez... C'est pas du surbooking de catégorie. Tout à fait, c'est pas du surbooking d'hôtel, c'est-à-dire que vous ne vendez pas plus de chambres que vous en avez dans un établissement. En revanche, vous allez vendre plus de chambres doubles que vous n'en avez. Donc vous avez par exemple 10 chambres doubles, vous allez justement faire des upgrades gratuits sans que le client ne soit au courant au moment où il fait sa réservation. Donc le client il réserve pour une chambre simple ou une chambre double, sauf que vous allez justement l'attribuer dans une chambre triple ou quadruple en vendant le surclassement, donc il aura une perception tout de suite positive de son séjour en rentrant. Oui, ça va améliorer l'expérience client, la réputation. Exactement. Et derrière, ça va vous libérer une vraie double à revendre. Et comme vous avez de la demande sur les chambres simples et les chambres doubles, la probabilité de louer une chambre double à un tarif un petit peu inférieur. Donc, certes, vous faites un geste parce que effectivement, vous allez moins gagner d'argent sur votre chambre triple. Mais un tien vaut mieux que deux, tu n'auras. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il vaut mieux louer à 180 plutôt qu'à 230. C'est ça, parce qu'en fait, si finalement ta triple elle part pas parce qu'on est en pleine semaine et que c'est que du corpo et qu'ils vont de tout, évidemment, c'est pas prendre de triple. Exactement. Oui. Mais encore une fois, parce que tout à l'heure tu parlais de la complexité de l'écosystème. Aujourd'hui, je sais que vous avez vos logiciels en interne. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de gérer ce genre de cas? Enfin, ça existe? Bien sûr. D'accord. Ça existe. Après, nous, on a créé notre propre logiciel justement pour pouvoir nous permettre de prendre ce genre de décision et de pouvoir analyser ces données et de mettre en place cette stratégie. Mais il y a des solutions qui existent bien évidemment pour pouvoir le faire. D'accord. Ok. Cool. Alors,
On arrive au bout des quelques questions et sujets que je voulais traiter avec toi sur ces histoires de budget, de corpo, de groupe, etc. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on devrait traiter dans cette interview qui te viennent en tête? La mise en place du RM, encore une fois, c'est une question de personnes, de formation, de communication et de coordination des différents services. Le revenu management, sans le marketing digital, n'est strictement rien. Le revenu management, sans un bon produit, n'est rien. Donc en fait, si vous n'avez pas un bon accueil, si vous n'avez pas une bonne réputation, si vous n'avez pas une bonne distribution, si vous n'avez pas une architecture tarifaire qui est conséquente, si vous n'avez pas un bon pilotage et vous ne mettez pas le bon prix au bon moment pour le bon client, ben vous ne ferez pas de vente. En revanche, si vous avez vraiment une stratégie qui est globale, pensée, réfléchie, ça permet d'avoir des résultats qui peuvent être, je dirais pas stratosphériques, mais on a quelques exemples justement où on a eu des résultats exceptionnels grâce à la mise en place de centaines et de centaines de petites actions et de petits détails. C'est vraiment une horlogerie fine de petits couacs, et on enlève tous les grains de sable vraiment dans l'engrenage du service hôtelier. Le revenu management va beaucoup plus loin que juste la modification tarifaire. C'est vraiment chaque changement, par exemple, vous rajoutez un nouveau service et on ne se rend pas compte de la profondeur, notamment au niveau technique, de ce que ça représente. Mais si vous voulez vendre une bouteille ou de champagne, si vous voulez vendre un service en plus, derrière, il va falloir configurer les logiciels, il va falloir les distribuer, s'assurer que tout est toujours bien configuré sur les sites et les extranets des différents partenaires, sur son propre logiciel. Enfin, c'est vraiment de mettre en place une politique de data pertinente, qui est traçable, mesurable, facilement mesurable, qui est extrêmement important. C'est vraiment c'est une philosophie. Le revenu management, c'est vraiment une philosophie qui, in fine, devra avoir comme but l'augmentation de la satisfaction client, justement, et de donner envie aux clients de revenir, et que cette politique de revenu management soit simple pour le client, mais elle soit aussi simple à appréhender par les équipes qui doivent la justifier, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'architecture tarifaire, mais on n'a pas parlé dans cette architecture tarifaire des différentes, tout ce qui va être discrimination tarifaire, être moins cher sur le site internet en direct que sur les différents OTA, avoir potentiellement des conditions générales de vente qui vont être plus incitatives justement pour passer en direct que sur les différents OTA. Mais même sur les conditions générales de vente, tu veux dire, donc les conditions d'annulation, de paiement, les services offerts, exactement. Il faut toujours faire cette distinction et privilégier et inciter les clients au niveau tarifaire pour pouvoir venir, pour qu'ils réservent en direct sur le site internet, ou par téléphone, ou via tous les canaux, par email, sur les réseaux sociaux, ou quel que soit le canal. Sur l'IA aussi, justement. Enfin, et donc selon toi, parce que c'est vrai que quand on parlait dans la dernière vidéo, la dernière fois avec Shady, on parlait de toute cette stratégie de vente en direct, mais selon toi, en fait, le revenu management a un impact clé aussi sur le fait de payer moins de commissions aux OTA. Complètement, mais les deux vont de pair. Effectivement, derrière la mise en place. C'est un bon sujet de vidéo, ça, les deux vont de pair. Ouais, les deux vont de pair. Ça vraiment. pourrait être un très très bon sujet sur une prochaine vidéo, on verra en fonction des retours de celle-là. Tout à fait. Ouais, okay. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a de bonnes probabilités. À mon avis, il sera plutôt bon, je l'espère. Ah bah, on verra bien, ok. Et alors, juste, j'avais une autre petite question qui me venait entre-temps. Parce que bon, tu as forcément le sujet du forecast, qui est un vrai sujet aussi du revenu management. Est-ce que là, tu as des astuces, des choses que tu pourrais un petit peu conseiller aux hôteliers qui nous regardent ? Au niveau du forecast, après, il a plusieurs dimensions. Il va avoir une dimension économique, politique. C'est vrai que le fait de voir l'avenir, il y a toujours réussir à prévoir au centime d'euro près le chiffre d'affaires d'un établissement hôtelier, c'est impossible. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est d'anticiper et de dégager une tendance qui va permettre de tomber sur les bonnes projections. C'est-à-dire que je ne sais pas au centime près combien je vais faire, par contre je sais me positionner et faire un forecast et faire mieux que le forecast. C'est-à-dire qu'il faut être assez prudent
dans le forecast, parce que derrière un forecast, c'est ce qui va permettre de prévoir les différents investissements, c'est ce qui va pouvoir permettre d'aller voir le banquier pour obtenir un financement, pour pouvoir faire des travaux et améliorer son produit. Ça va pouvoir permettre de communiquer aux investisseurs. Enfin, le forecast a quand même revêt plusieurs dimensions, mais en fait, ça permet de piloter son établissement. Donc, dans la partie budgétisation journalière, déjà, ça va vous permettre d'avoir une bonne idée de là où vous allez, et puis après, vous allez, dans le courant de l'année, revisiter vos prévisions. Et c'était ça ma question, est-ce que c'est un exercice que tu fais en début d'année? Tout à fait, en fin d'année pour l'année suivante. Donc ça, c'est l'exercice de budgétisation. Et après, bien évidemment, les choses, tout n'est pas figé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des événements qui vont avoir une influence directe que vous n'aviez pas forcément anticipé. Il peut y avoir des événements avec, un impact qui va être positif pour le chiffre d'affaires. Il peut y avoir des événements qui vont avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Positif court terme, négatif long terme, négatif court terme, positif long terme, etc. Donc en fonction de chaque situation, en fait, ce qu'on avait prévu n'est plus forcément d'actualité. On n'est jamais à l'abri d'une erreur d'anticipation. Donc effectivement, derrière, c'est bien de tirer la sonnette d'alarme si on voit qu'il y a une dégradation de l'activité, et ça c'est le rôle du revenu manager, justement, de pouvoir le faire et de voir s'il y a un trou d'air et de prévenir tout de suite les personnes concernées que va y avoir potentiellement un trou d'air, et ou au contraire que va y avoir une très très forte augmentation du chiffre d'affaires sur un événement qu'on n'avait pas anticipé. Et avec ça, de mettre en place les actions pratiques pour pouvoir accueillir ce surplus de demande. Vous avez l'habitude de travailler avec X personnel d'étage, X réceptionnistes, etc. Vous avez un ascenseur qui tombe en panne, il va potentiellement falloir tout de suite prévenir les opérationnels on va mettre des réductions, etc. Ça passe par la communication. Vous avez un événement qui arrive, votre hôtel se complète d'un coup parce que je dis une bêtise, mais Notre-Dame qui brûle, vous retrouvez tous les journalistes du monde qui débarquent au jour J et qui prennent toutes les chambres aux alentours de Notre-Dame. C'était un surplus de demande qu'on n'avait pas anticipé, mais derrière, ça demande de l'organisation, etc. Et donc, ça fait partie des choses qui vont avoir un impact tout de suite sur le revenu. Et forecaster, ça permet justement de bien le faire. En règle générale, vous avez pas mal de méthodes de forecasting. Ça va être l'analyse du passé, l'analyse du futur, l'analyse des événements, l'analyse de la météo. Si vous avez un établissement lié à la Baule ou en Normandie, vous allez avoir... Vous avez un orage dévastateur en Île-de-France. C'est ça. Vous allez avoir pas mal de paramètres à prendre en considération pour un forecast, mais effectivement, il faut prendre en considération, il ne faut pas raisonner qu'en prix moyen, il ne faut pas raisonner qu'en taux d'occupation, il faut vraiment viser un revenu par chambre le plus élevé possible, et il faut prendre en compte les spécificités de son établissement. D'accord. Ok, parfait, mais effectivement, je vois bien pourquoi là, c'est un métier qui est à la fois hautement technique, avec un besoin de connaître un véritable écosystème, et en même temps c'est quelque chose où on doit être tout le temps dessus, avec une vraie anticipation de ce qui va se passer dans le futur. Oui. Ouais, donc il faut une boule de cristal. Il faut une certaine boule de cristal. Après, il faut surtout beaucoup de travail, et puis il faut toujours être à l'affût des différentes innovations technologiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être ce qu'on appelle la veille technologique. C'est quelque chose qui est primordial pour toujours tester les nouvelles solutions, voir ce qui fonctionne pas, tester, apprendre et déployer, et ou arrêter si ça ne fonctionne pas. Donc, en gros, c'est vraiment beaucoup... notre expérience et notre réussite, ça a été énormément de test and learn petit à petit, et de tamisage, de filtrage, de best practice qui permettent justement d'arriver à une optimisation du chiffre d'affaires et de la rentabilité d'un établissement. Alors justement, c'est ma dernière question. Tu parles d'optimisation du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Alors bien évidemment, tu ne peux pas t'engager sur quoi que ce soit, mais entre un hôtel, si le best case scénario que tu as vu, entre un hôtel où vraiment le RM c'était une catastrophe, et ensuite ce qu'on a fait, et ce que tu vois plus de manière normale, on va dire, en moyenne. En règle générale, le best case qu'on ait eu, ça a été plus 120% de chiffre d'affaires rapport
à une moyenne historique de 10 années, c'est-à-dire que l'hôtel évoluait dans une fourchette depuis une dizaine d'années de chiffre d'affaires. Et donc il a fait plus que doublé le chiffre d'affaires. Plus que doublé le chiffre d'affaires, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. En moyenne, on est aux alentours de 20%, 25% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et après, on évolue entre les deux, c'est-à-dire que parfois c'est un tout petit peu moins et en règle générale c'est un petit peu plus aussi. D'accord. Donc, il y a quand même des leviers, faut oui, le c'est considérer conséquent, comme 20-25%. un gros levier d'optimisation. C'est conséquent. Voilà, après, il faut trouver la bonne ressource, il faut trouver les bons logiciels, les bons leviers et les personnes de confiance, parce qu'effectivement, une erreur, on peut très très vite la payer cash, entre guillemets. Donc effectivement, c'est jamais quelque chose qui est évident de confier les rênes de la commercialisation de son établissement, c'est jamais quelque chose qui est évident. Alors, en fait, ça me fait penser à une dernière question. Je t'avais dit que c'était la dernière, mais cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment la dernière. On emmène toujours une autre. Non, mais c'est la question que j'ai posée aussi à Shady la dernière fois par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Là, tu me parles de personnes de confiance. Oui. Moi, tu me connais. L'intelligence artificielle, je l'utilise du matin au soir. Toutes mes boîtes, on l'utilise à fond, etc. Mais tu as ce phénomène d'hallucination. Il y a eu une fois, je lui demande, la semaine dernière, je lui envoie un texte qui fait 3 pages à 4. Je lui demande de me corriger 2-3 points. Alors, 90% c'était vrai, les 10% il m'a corrigé des phrases qui n'existaient pas. Donc tu vois, quand j'entends IA, RM, etc., on en est où là-dessus? C'est quoi ton point de vue? Est-ce que l'IA est un outil de confiance aujourd'hui ou non. Pas? Non, d'accord, il n'y a pas de... Alors, l'IA, la beauté de l'IA, c'est qu'actuellement, on est vraiment, je pense, c'est l'Eldorado de l'Internet fin années 90. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le Far West de l'Internet. On est en plein dans le Far West de l'Internet, que ce soit au niveau réglementaire, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc là, actuellement, effectivement, il y a la partie, les ChatGPT, Gemini et autres, il y en a beaucoup. Nous, on a investi dans un logiciel et on est en train de mettre en place des use cases justement pour l'IA. L'IA, en fait, elle va, par rapport au modèle de conseil, laisser du pilotage RM de pricing avec une IA, c'est tout à fait faisable et il y a déjà des entreprises qui le font. Mais le fait c'est que l'IA ne va pas réussir à négocier un contrat, à téléphoner à un fournisseur, à mettre en place une architecture tarifaire, à mettre en place et à configurer les logiciels, à répondre à telle ou telle question spécifique et à tel cas de figure. Voilà, oui, l'IA elle va faire ce que moi je disais, elle va monter, baisser de manière automatique. Exactement, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être plus, faut voir l'IA comme un module sur certaines choses. Ça peut être très bien pour un chatbot pour répondre aux clients à 3h du matin quand tout le monde dort et que l'hôtel est fermé, etc. Donc il y a des use cases qui vont apparaître petit à petit. Et donc comme on est dans le Far West, tous les use cases n'ont pas encore été découverts. Et je parle par exemple de l'IA des différents OTA qui vont permettre de réserver la chambre avec vue et qui est ensoleillée et qui coûte moins de temps à tel prix dans telle destination, etc. Donc effectivement, on va y venir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'autres cas ou des use cases extrêmement spécifiques. Mais c'est en train de venir et c'est en train d'arriver quand même assez rapidement. Donc il ne faut surtout pas la mettre de côté ou... Il faut apprendre, il faut rester en veille pour soi-même, et nous on le fait de notre côté, on a déjà trouvé des use cases pratico-pratiques justement pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'IA. Mais voilà, il faut continuer quand on a un hôtelier, bon, on n'est pas forcément un techos, donc par contre il faut continuer de s'intéresser et voir les différentes solutions qui sont proposées sur le marché. Parfait. Eh bien, écoute, je te remercie, Raphaël, c'était passionnant. Merci beaucoup. On a appris plein de choses extrêmement pratiques et ça a permis de reprioriser certains sujets. Donc si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous abonner à la newsletter de DoYield pour recevoir un petit peu plus de vidéos similaires, des articles, etc. D'autres articles passionnants écrits par Raphaël, Shady ou leurs équipes. Et peut-être, on verra bien en fonction des retours sur cette vidéo-là, on fera ce que tu disais sur les deux font la paire. C'est vrai que ça pourrait être une vidéo intéressante. Tout à fait. Un gros sujet sur finalement quelle est la relation entre le marketing et le RM. Parce que elle est très très étroite. Elle est très étroite. Ok, bon, vous nous direz si vous voulez cette prochaine vidéo, mais en tout cas, ce sera un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi et pourquoi pas avec Shady ensemble. Également. Merci beaucoup, Tony. Merci, ciao, au revoir tout le monde. Au revoir.